Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Sage-Femme Authentique. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous quelque chose qui pose à nouveau question entre nos pratiques extra-hospitalières et ce qui peut se passer à l'hôpital. Et en même temps, j'aimerais appuyer sur le fait que cette pratique, elle est potentiellement plus facilement proposée maintenant. Et notamment, j'ai eu la chance de pouvoir assister à des césariennes où, pour une, j'ai réussi à négocier, faire ce que je vais vous décrire aujourd'hui. Et je trouve que du coup, ça montre vraiment aussi une écoute des équipes hospitalières et le fait qu'ils sont conscients des enjeux. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler du clampage tardif pour le cordon ombilical. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Alors dans la littérature, on parle de clampage tardif, mais j'aime bien aussi l'appellation qu'utilise Karine Laceva, qui est la sage-femme de Quantique Mama. Et elle parle de clampage optimal, parce que tardif, finalement, ça veut dire quoi ? Pour certains, tardif, ça peut dire 10 secondes, et pour d'autres, 3 minutes, et encore pour d'autres, peut-être 1 heure, etc. etc. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Mais elle explique que en utilisant le mot optimal, c'est vraiment pour aller vers ce qui est le mieux pour le bébé. Le clampage du cordon au moment où c'est le mieux pour le bébé. Le clampage du cordon, c'est une pratique qui a été longtemps standardisée dans les hôpitaux parce que dès la naissance, souvent on dépose le bébé parfois immédiatement, mais ça peut sembler anodin. En réalité, il y a pas mal de conséquences pour le bébé de clamper et couper son cordon de manière directe. Alors aujourd'hui, j'ai juste envie de vous parler justement des avantages du clampage optimal, de ce qui est recommandé même par l'OMS et puis soutenu par de nombreuses études récentes. Et je vais aussi vous raconter l'histoire de certains de nos bébés qui naissent avec nous et en quoi ce qu'on pratique est, je pense, encore plus extrême, mais vous donner un peu tous les éléments de pourquoi est-ce qu'on le fait, comment on le fait. Mais aussi rediscuter de ce qui amène parfois à des questionnements sur nos pratiques. Alors j'ai déjà eu des remarques une fois pour un bébé qui a été hospitalisé vis-à-vis justement du clampage tardif. Alors c'est quoi le clampage optimal ? Donc je vous ai dit, c'est peut-être mieux de parler justement de optimal plutôt que de tardif, non seulement parce qu'en fait on retarde la coupe du cordon, mais quand on le fait au moment où c'est le plus bénéfique pour le bébé, c'est beaucoup plus intéressant. Donc l'OMS, elle recommande d'attendre au moins 1 à 3 minutes après la naissance avant de clamper le cordon, voire jusqu'à ce que celui-ci arrête de pulser. Mais ça veut dire que beaucoup à la fois et pas grand-chose, parce que j'ai pu assister à des naissances où les parents avaient noté, bien spécifié sur leur projet de naissance, qu'ils voulaient clamper le cordon quand il aurait arrêté de battre. Et finalement, on veut absolument faire des prélèvements au cordon, etc., etc. Mais du coup, on leur ment. J'ai vraiment vu ça, on leur dit non mais c'est bon, il ne pulse plus, il est encore vraiment turgescent, il y a plein de sang dedans, même moi à l'œil nu je vois qu'il bat encore quoi, et ils sont en train d'essayer de les convaincre que c'est maintenant on peut clamper quoi. Donc souvent on dit on peut encore attendre un petit peu quand même, voilà, il faut un peu négocier, il faut un peu... Non mais clairement ça arrive souvent finalement qu'on leur mente et puis qu'on clampe le cordon, qu'on coupe, qu'on demande au papa de couper, etc. Donc c'est quelque chose qui est facilement balayé du projet de naissance sans vraiment laisser le choix aux gens quoi. Mais en fait pendant ce temps, tout le temps le sang passe ou le cordon continue à battre, le bébé reçoit encore du sang qui provient de son placenta, qui était dans son cordon ou dans son placenta. C'est du sang, il est riche en cellules souches et en fer. C'est vraiment hyper important pour le développement neurologique et cognitif du bébé. Alors les avantages pour la santé du bébé, c'est un apport supplémentaire en fer parce que avec le clampage optimal, on permet au bébé de recevoir le supplément de fer qui peut vraiment couvrir ses besoins jusqu'à 6 mois. C'est énorme. Le fer, c'est essentiel pour le développement du cerveau et du système nerveux central. Et si on coupe le cordon trop tôt,
le bébé peut manquer de se faire et risquer de souffrir d'anémie plus tard. C'est un peu du non-sens quand même de juste couper sans trop se poser de questions. Et selon l'OMS, laisser le cordon pulser pendant 1 à 3 minutes, ça augmente les réserves de fer. Et ça, c'est jusqu'à 50% à 6 mois. Alors, se faire, c'est vraiment hyper important. Ensuite, donc laisser le cordon battre et le sang revenir vers le bébé, ça va augmenter le volume sanguin. Pendant les premières minutes après la naissance, il y a 30 à 50% du volume sanguin du bébé qui est encore dans le placenta. Donc on laisse le cordon pulser, on permet à ce sang de circuler et de revenir au bébé et ainsi d'augmenter son volume sanguin. Alors ça aide à mieux oxygéner ses organes vitaux, en particulier ses poumons, son cœur, surtout avec cette transition hyper violente finalement de passer de la vie intra-utérine à la vie en dehors de l'utérus. Et ça, on le minimise tellement. Alors qu'on parle souvent des bébés qui dorment beaucoup, qui sont fatigués, mais clairement, si on nous retire 30% à 50% de notre volume sanguin, évidemment qu'on va être fatigué. On n'a pas toute notre quantité de sang qu'on est censé avoir optimale. Donc, aider le bébé dans cette transition, mais aussi pour plus tard, parce que si jamais on lui vole finalement toute une part de son volume sanguin, qui va partir en plus à la poubelle, ça n'a pas de sens de ne pas lui restituer quelque chose qui lui appartient. Alors maintenant, je vais vous parler des cellules souches. Le cordon ombilical, qui raccorde donc le bébé à son placenta, et dans le placenta, il y a énormément de cellules souches. Donc ça joue un rôle vraiment hyper important dans la régénération et la réparation des tissus tout au long de la vie, mais aussi juste après la naissance. Il faut savoir qu'en fait, le bébé, nous on le voit tout beau, tout rose, mais j'aimerais bien retrouver cette image. J'avais vu, donc si quelqu'un la voit passer, j'aimerais bien que vous me la repartagiez. Mais voilà, j'ai vu une image... une photo qui avait été travaillée au niveau des contrastes, etc. et qu'on voyait en fait que le bébé était comme couvert de bleu. Donc la naissance, c'est très difficile et très physique pour le bébé. Et on peut voir des petites lésions, et notamment par exemple, des fois on le voit au niveau des vaisseaux, au niveau des yeux. Il y a un petit vaisseau qui a éclaté et ça fait une petite tache rouge sur la partie blanche de l'œil. Et ce qu'il y a ici, il peut y en avoir à plein d'endroits, donc des petites micro-lésions. C'est pas une hémorragie massive, c'est des petites micro-lésions un peu partout. Le fait que le bébé était comprimé, qu'il y a une certaine pression, etc., évidemment, ça a des effets. Puis quand il passe dans le bassin, quand même, c'est très, très, très étroit pour le bébé. D'accord ? Alors, heureusement, il baigne dans la relaxine, heureusement, il a eu son adrénaline, etc., pour mieux le vivre, mais il n'empêche que physiquement, il est quand même, en fait, marqué, il y a quand même des choses qui se sont passées. Ces petites lésions un peu partout, en fait les cellules souches, ça va venir aider à réparer ces petites micro-lésions. Alors un jour je vous parlerai de la vitamine K, je sais que c'est dans mes projets, mais je veux vraiment mûrir ce sujet, parce que je sais que ça va être un gros sujet à controverse, et donc juste savoir que la vitamine K, ça a quand même aussi des impacts à ces moments-là. Mais c'est pas le sujet du jour. Donc en tout cas, les cellules souches, elles vont aider vraiment à aller réparer toutes ces petites choses-là. Et en plus, ça va permettre au bébé d'avoir comme un boost en matière de santé globale. Donc c'est limite criminel finalement de lui enlever ce qui lui appartient et qui en plus est si bon pour lui. Alors clairement, pour les personnes qui accouchent à l'hôpital et à qui on propose le don de sang de cordon. Alors si vous êtes dans une situation justement où vous n'avez pas trop le choix, que ça va être compliqué d'avoir un clampage tardif, peut-être que justement, une des choses qui pourrait être chouette alors, c'est d'accepter, dans ces cas-là, le don de sang de cordon. Alors le don de sang de cordon, ça va pouvoir aider à la recherche, mais ça va pouvoir aussi aider à des traitements, et notamment des traitements de leucémie. Donc clairement, c'est un geste qui peut aussi sauver des gens, mais c'est bien d'être altruiste et c'est bien de vouloir aider le monde, etc., de vouloir aider les autres, de vouloir donner ce qu'il y a de meilleur. Mais si on en a l'opportunité, c'est peut-être bien aussi de donner cette chance-là à son enfant. Je pense que c'est le meilleur cadeau à lui faire, d'autant plus que le don de sang de cordon, on ne sait pas le faire dans tous les hôpitaux, ni dans toutes les structures. Par exemple, chez nous, on ne le fait pas du tout. Et d'ailleurs, je pense pas qu'on le ferait tout court, mais bon. Il y a des jours où c'est possible dans certains hôpitaux et des jours où c'est pas possible parce qu'ils doivent récolter le sang de cordon assez rapidement. Et donc si jamais par exemple c'est le week-end, je crois que c'est pas toujours possible de donner du sang de cordon. Et donc même si c'est dans votre projet, c'est pas sûr que vous puissiez le faire. N'hésitez pas non plus à avoir votre partenaire qui demande en fait si on va pouvoir faire le sang de cordon ou pas. Parce que si c'est non, mais insistez pour que ce soit votre bébé qui reçoive tout ce sang et que ça ne parte pas à la poubelle, parce que ça serait vraiment, vraiment dommage. Il faut savoir que quand le cordon continue à battre, quand le bébé continue à utiliser son placenta, c'est qu'il en a besoin aussi pour que sa transition soit plus douce. Il a peut-être besoin justement de cette petite aide, de ce petit coup de pouce pendant un certain temps.
Et alors, quand on nous dit que ça dure que quelques minutes et puis qu'après c'est fini, ou même quelques secondes, parce que parfois c'est vraiment ce qu'on nous fait sous-entendre, moi je peux vous parler justement d'un bébé. Le premier bébé qui est né à la bulle, lui, son cordon, il a continué de battre pendant 38 minutes. Donc ça, c'est énorme en fait. J'avoue que j'ai rarement eu un bébé qui a eu un cordon qui a battu aussi longtemps. Mais c'est qu'il en avait besoin. C'est qu'il avait besoin justement de pouvoir s'adapter dans la douceur, tranquillement, qu'il avait besoin un petit peu de ce petit coup de pouce pendant quelques minutes, 38 minutes en l'occurrence. Mais voilà. En fait, c'est reconnu que de laisser le bébé raccordé à son placenta, ça va vraiment l'aider pour son adaptation. Et notamment dans les situations où il y aura besoin d'une réanimation. Alors, c'est un des premiers gestes qu'on devrait mettre en place, c'est de ne pas couper ce cordon. Et pourtant, dans les hôpitaux, dans la réalité, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'au contraire, on voit que le bébé va pas bien. On clampe très vite le cordon, on coupe très vite le cordon et on va vite prendre le bébé et aller dans une autre pièce pour entamer la réanimation. Alors oui, il faut voir, la sage-femme, elle part avec ce bébé tout juste né, tout mouillé, et elle va jusqu'à la table de réa où elle a un pédiatre qui va venir la rejoindre et où ils vont pouvoir entamer les manœuvres de réanimation. Et bien dans les recommandations et dans les choses qui se mettent en place maintenant, et qui est reconnu par des études, c'est le bienfait, c'est de ne pas couper le cordon et d'entamer une réanimation, j'ai envie de dire, entre les jambes de la maman ou juste à côté d'elle, quoi, pour pouvoir aider justement ce bébé en le laissant relié à son cordon parce que pendant ce temps-là, il est potentiellement encore oxygéné par son placenta. D'autant plus que, en fait, ce qui est amusant, c'est que on peut voir des bébés qui naissent et qui ne se mettent pas à respirer. On pourrait être très vite interventionniste, mais si on les observe, en fait, c'est juste qu'ils fonctionnent comme ils fonctionnaient in utero. Ils n'ont pas encore pris leur première inspiration et ils sont encore juste en train de regarder le monde là et en train de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont les yeux grands ouverts, ils sont toniques, ils sont bleus, clairement, hein, mais ils sont bleus parce qu'ils sont encore oxygénés par leur placenta. Donc il suffit un petit peu de les booster, de les frotter, gentiment dit aux mamans de leur souffler sur le visage pour essayer de les lancer, mais voilà. Donc c'est la preuve aussi qu'ils savent utiliser leur cordon, même une fois qu'ils sont nés en fait, ça c'est clair. Il a juste besoin d'une transition, une adaptation plus douce, quoi. Alors quand je vous parle de ce petit bébé qui a eu son cordon qui a battu pendant 38 minutes, voilà, nous évidemment on n'a pas coupé son cordon, parce qu'on ne coupe pas les cordons avant au moins 2 heures de vie, mais à l'hôpital clairement, ils auraient clampé à un moment donné, et puis ils auraient dit c'est bon, voilà, ils auraient jamais laissé vraiment jusqu'au bout. Donc ici en tout cas il a pu vraiment bénéficier de tout son oxygène, toute son adaptation, tout son volume sanguin, tout son fer, toutes ses cellules souches, etc. Donc bien que en réalité pendant longtemps il n'a pas fait que récupérer ce qu'il devait, il a utilisé son placenta comme il le faisait in utero. Donc il n'était pas du tout en train de le vider, il a dû faire ça vraiment dans les dernières minutes de vraiment vider son placenta jusqu'à ce qu'il arrête de l'utiliser. Il y a des peurs encore qui sont là, et on coupe très souvent le cordon très tôt parce qu'on dit encore en 2024, et ça me paraît quand même complètement fou qu'on dise encore ça, mais on dit que si on clampe pas le cordon, si on coupe pas le cordon rapidement, le bébé va se vider de son sang parce qu'il y aura un vase communicant et que le sang passera du bébé vers le placenta parce que le bébé posé sur la maman, il est plus haut que le placenta et que du coup, il faut clamper, il faut couper. Mais ça veut dire que ces gens ne connaissent même pas l'anatomie et ne se rendent même pas compte, en fait, que les veines, il y a des petites valves, en fait, qui fait que le circuit, il va dans un sens, quoi, et que le sang ne repart pas dans la veine. C'est quelque chose de tonique, en fait, donc c'est complètement ahurissant, en fait, qu'on pense encore à ça. Et puis c'est quand même une drôle d'idée, cette idée du placenta au-dessus du bébé, le placenta qui est en dessous du bébé, le bébé au-dessus, ça voudrait dire que c'est que dans le ventre, si on a un placenta qui est dans le fond de l'utérus, et qu'on a un bébé au-dessus, et que la maman elle se couche sur le dos, il serait en danger ultime constamment, donc non, ça n'a aucun sens. Alors, c'est vraiment important d'avoir notion de ça, et j'aimerais vraiment vous expliquer pourquoi cette croyance, elle est encore ancrée dans l'imaginaire collectif. Il y a des gens qui pensent que c'est comme ça et donc on leur apprend ça. Et je pense que dans certaines mesures d'urgence, on apprend encore ça, qu'il faut clamper et couper le cordon le plus rapidement possible. C'est important de démystifier cette idée, parce que cette idée que les bébés pourraient se vider de leur sang, c'est quand même quelque chose de très très violent. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Les mécanismes qui empêchent le sang de retomber vers le placenta après la naissance, c'est que le cordon ombilical qui relie le bébé au placenta, il est constitué de 3 vaisseaux. Il y a 2 artères et une veine. Et ces vaisseaux, ils permettent vraiment les échanges de nutriments, d'oxygène, voilà, et
au retour des déchets du bébé vers le placenta pendant toute la grossesse. Et après la naissance, il y a plusieurs mécanismes physiologiques qui vont intervenir et qui vont fermer naturellement ce système d'échange, qui va s'assurer que le sang reste dans le corps du bébé. Donc il n'y a pas de vase communicant. Par contre, il va y avoir la vasoconstriction des vaisseaux ombilicaux. Donc avec la naissance, après la naissance, le cordon ombilical, il continue de battre le temps que le bébé en a besoin, puis ensuite le temps que le transfert se fasse entre le placenta et le bébé. Et dès que le bébé est vraiment autonome, que la respiration fonctionne bien et qu'il se débrouille bien, etc., eh bien les vaisseaux du cordon ombilical vont commencer à se contracter naturellement et c'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Et cette contraction, elle est progressive des vaisseaux, et ça réduit progressivement la circulation sanguine dans le cordon. Et ça empêche le retour du sang vers le placenta. Donc il faut savoir aussi que quand le bébé est dans l'utérus, le placenta, il prend en charge l'oxygénation, la gestion des nutriments, etc. Mais dès que le bébé commence à respirer, par ses poumons, la pression dans son système circulatoire, il change. Et ça favorise le flux de sang vers les poumons et non plus vers le placenta. Et vers ses organes aussi, ses tissus, etc. Donc ça diminue la dépendance au placenta. En fait, il va y avoir une bascule. Il faut savoir que le flux sanguin qui va aller ensuite dans la seule direction du placenta vers le bébé à partir de là. Et ça, c'est parce que quand il prend sa première respiration, le bébé, il y a un changement de pression. Anatomiquement, en fait, dans le ventre de sa mère, il y a une circulation qui est tout à fait différente, puisqu'il n'y a pas de sang qui va vers les poumons pour l'oxygénation, puisque le bébé est oxygéné par son placenta. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un trou, on appelle le foramen ovale, qui est entre les deux oreillettes du cœur. Vous savez, donc quand on regarde le cœur, il y a 4 cavités, 2 petites au-dessus et 2 plus grosses en dessous, les 2 oreillettes au-dessus, les 2 ventricules en dessous. Et bien, entre les 2 oreillettes, il y a un trou, ce qu'on appelle un foramen ovale, d'accord ? Et en fait, du coup, le sang une grosse partie passe directement de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. Il y a très peu de sang qui va dans le ventricule droit et qui va aller vers les poumons. Ça va être pour oxygéner les poumons, mais ça va pas du tout être pour oxygéner le sang. D'accord ? Et bien, quand le bébé prend sa première inspiration, il va y avoir un changement de pression, une espèce de membrane qui s'était formée pendant la vie embryonnaire, qui va venir fermer ce trou, et d'où le bébé commence à rosir. Alors, je vous ai déjà un peu parlé de ça, peut-être qu'un jour, il faudrait que je vous trouve une image pour vous partager, parce que c'est quand même assez fou, finalement, les mécanismes qui sont mis en place pour que notre bébé, qui était un bébé aquatique, devienne un bébé aérien, grâce, justement, au fait qu'il était oxygéné, nourri par son placenta et relié à son cordon, et puis qu'il prend son autonomie et qu'il commence à respirer tout seul et qu'il va devoir s'alimenter aussi. Donc avec ce changement de pression, donc comme je vous ai dit, tout le sang va aller plus vers les poumons et le cordon, il va arrêter de battre et la veine ombilicale qui transporte le sang riche en oxygène du placenta vers le bébé va se fermer également grâce à un processus naturel, la vasoconstriction. Donc quand le placenta va arrêter d'être utilisé, il va y avoir un effet où ce cordon va se vider. Quand il vient de naître, le cordon il est encore turgescent, rempli de sang. Vraiment, on voit, des fois il y a des bébés, ils ont vraiment des très très gros cordons vraiment remplis de sang. C'est là où on comprend qu'il peut y avoir 30 à 50% du volume sanguin dans le cordon ombilical et dans le placenta. Si on ne voit pas ça, je pense que c'est difficile de s'en rendre compte, mais c'est vraiment ça. Et très vite, on va voir au fur et à mesure des minutes ce sang qui va qui va s'en aller jusqu'à ce que le cordon soit totalement blanc. Alors justement, on me demande pourquoi est-ce que nous, dans notre pratique, on ne clampe pas du tout le cordon avant au moins 2 heures de vie. On pratique comme ça, donc sauf effectivement s'il va falloir bouger la maman parce que le placenta ne vient pas et qu'il va falloir peut-être la mobiliser, la faire changer de position, etc. Ou évidemment, s'il y a une hémorragie, on va pas rester sans rien faire. Et dans ces situations-là, en général, on va couper le cordon pour pouvoir agir de manière optimale chez la maman. Ou ça m'est arrivé aussi parce que le cordon était vraiment trop court. Alors là, on va attendre vraiment que le cordon ait arrêté de battre et on va le couper parce que ça sera optimal pour que la maman puisse prendre son bébé contre elle. Alors en dehors de ces situations-là, clairement, dans notre pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on ne coupe pas le cordon ou on ne brûle pas le cordon avant au moins 2 heures de vie. Donc dans le moment où on va le faire, au moment de l'examen clinique du bébé. Avant ça, on ne coupe pas, on ne brûle pas, on ne fait rien parce que même si on a l'impression qu'il n'y a rien qui passe, en fait, il y aura encore. Donc même quand on a des placentas qui viennent très vite, et où du coup il y a plus de sang dans le cordon, clairement, quand on dépose le cordon, nous on a des petits bols en inox dans lesquels on les met, comme ça nous permet de bien les nettoyer, etc. Mais dans les petits bols en inox qu'on a, on les pose en fait à côté de la maman,
Et on peut voir plusieurs heures plus tard que en fait le cordon il est tout blanc. Donc vraiment il y a encore des choses qui ont fait que le sang est allé vers le bébé, même si le placenta n'est plus relié à l'utérus. Ça aussi c'est important de le savoir. Donc c'est pas parce que le placenta est né, qu'il est sorti, etc. qu'il y aura plus d'échange. C'est faux. Alors il y a aussi quelque chose, il faut savoir qu'autour du cordon ombilical, il y a une substance gélatineuse qui est appelée la gelée de Wharton. Et après la naissance, quand la température ambiante change, que l'exposition à l'air augmente, etc., et ben en fait, elle se contracte également et elle agit un peu comme un bouchon naturel. Ça contribue vraiment à fermer les vaisseaux ombilicaux et ça empêche la fuite de sang, etc. Ça aide au retour vers le bébé également. C'est pour ça que le cordon, il est très gros quand on regarde quand le bébé vient de naître, et puis qu'en fait, après il est tout fin, il est tout blanc, il est tout plat. Mais c'est aussi grâce à la gelée de Wharton. Et cette gelée de Wharton, elle protège aussi le bébé in utero des pressions au niveau de son cordon. Même si par exemple il y a un nœud, alors les nœuds très très serrés évidemment pas, mais sinon le nœud il coulisse en fait le long du cordon ombilical. Ça aussi, ça par contre je sais. Vous trouvez une vidéo et je vais vous le partager sur les réseaux sociaux, de la magie de la gelée de Wharton, ça c'est vraiment impressionnant. Mais voilà, c'est vraiment, ça protège pendant la grossesse, et puis ça va aider aussi au retour du sang vers le bébé et au clampage naturel finalement du cordon, parce que petit à petit il va se collapser en fait, il va y avoir cette vasoconstriction, etc. Mais c'est tout plat. Quand nous on coupe le cordon, on voit, il n'y a plus rien, et on voit juste les deux artères et la veine. D'ailleurs quand on regarde, ça fait comme un petit bonhomme qui sourit, parce que les deux artères ça fait 2 petits points, et puis la veine ça fait comme un petit sourire. Ouais, c'est un moyen de vérifier qu'il y a tout ce qu'il faut dans le cordon, donc voilà. Alors, c'est quoi les précautions à prendre et les situations à risque ? Je vous en ai parlé clairement. Je pense que dans beaucoup de pratiques hospitalières, je pense que l'urgence de clamper le cordon, c'est une situation de réanimation, et en fait, peut-être que pas. En tout cas, même dans l'OMS, maintenant, les recommandations, c'est de laisser le cordon relié à la maman, pour pouvoir justement entamer les premiers gestes de réanimation, mais d'avoir l'aide supplémentaire du placenta. En dehors de ces moments-là, ça peut être important quand même de le mentionner, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que nous, on clampera avant s'il y a une hémorragie et qu'on doit agir rapidement, parce qu'évidemment, la priorité, c'est pas de laisser le bébé raccordé à son placenta, mais c'est de pouvoir agir sur la maman. Donc, on va faire le clampage, on va couper et on va mettre le bébé, par exemple, près du papa. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels, et on va parler de ça, qui s'inquiètent beaucoup du risque d'hyperbilirubinémie. Donc, le bébé qui va avoir un ictère, en gros la jaunisse, une jaunisse importante. Les études, elles ont montré que ce risque, en fait, il est minime par rapport aux avantages du clampage optimal pour le bébé. Mais l'idée, c'est que s'il y a plus de sang, il y a aussi plus de globules rouges, et donc quand il se dégrade, il risquerait d'avoir plus de bilirubine, puisque c'est une substance qui est dans les globules rouges quand ils sont dégradés, quand ils sont morts en fait, et que le corps les dégrade. Et donc on risquerait d'avoir plus de jaunisse compliquée. Alors la jaunisse, ça peut être tout à fait physiologique. On sait maintenant aussi que si les bébés ont ces petits ictères un peu physiologiques, c'est parce que ça joue un rôle dans la défense contre certaines infections. Donc c'est tout à fait normal. En fait, cet état-là, il faut s'assurer évidemment que l'état clinique du bébé est OK. Pour ça, je vous invite à avoir une sage-femme qui va passer chez vous, qui va s'assurer que c'est OK. Et si jamais au contraire elle est inquiète, qui pourra faire une prise de sang et qui pourra vous envoyer à l'hôpital. Parce qu'on pourrait vite s'inquiéter d'un bébé jaune, mais s'il a une bonne clinique, qu'il est tonique, qui boit régulièrement, qui s'éveille tout seul, etc., c'est OK en fait. La plupart du temps, c'est OK. Si on n'est pas dans une situation où il y a un problème de compatibilité résus ou de groupe ou sous-groupe sanguin, en dehors de ces situations-là, en fait, normalement, c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir un suivi aussi en postpartum. Je vous en ai pas parlé dans le moment où il fallait prendre contact avec des sages-femmes, mais si jamais vous allez accoucher à l'hôpital et que vous n'avez pas de sage-femme pour le retour à domicile, c'est important de prendre contact avant d'avoir accouché. Justement pour s'assurer que tout va bien, et dans le suivi, elle vérifiera la coloration de votre bébé. Bref, on va revenir vers cette histoire de hyperbilirubinémie. Mais c'est intéressant parce que il suffit juste d'avoir cette surveillance qui est tout à fait correcte dans ce cas-là. Vraiment, je pense que les bénéfices à long terme surpassent largement ces petits problèmes de début de vie où un bébé peut être un peu jaune, quoi. Mais par contre, j'ai déjà eu des remarques, et une fois, ça m'a vraiment beaucoup marqué parce que il y a une fois un bébé qu'on suivait à la maison de naissance qui s'est infecté. Donc j'ai été le voir, je pense ça faisait à peu près 48 heures de vie. Et quand j'étais le voir, clairement il chauffait. Donc là, on ne se pose pas de questions. Quand on a un tout petit comme ça qui chauffe, on va à l'hôpital. Et
Et là-bas, il va y avoir tout un check-up, on va lui faire des prises de sang, etc. Donc on est arrivé aux urgences, et tout de suite, ils ont commencé à essayer de piquer le bébé parce qu'il fallait faire une prise de sang, vérifier justement si jamais on pouvait identifier qu'est-ce qui le rendait malade, etc. Et ce jour-là, je me souviens, ils ont eu énormément de mal à poser un cathéter, à faire la prise de sang, etc. C'était très compliqué. Et donc ils ont fait venir une infirmière de néonat qui avait une petite lampe pour lui permettre de voir les petits vaisseaux du bébé et essayer de piquer. Et vraiment, elle m'a dit à un moment donné, ce bébé, il a eu un clampage tardif. J'ai dit, bah oui. Ah bah oui, ça se voit, hein, c'est vraiment du boudin. Mais qu'est-ce que c'était violent. Donc elle sous-entendait qu'il y avait tellement de sang que limite le sang était coagulé comme dans du boudin, quoi. C'était quand même assez gros. Alors que, clairement, je pense que c'était difficile de piquer ce bébé, que c'était compliqué, non pas parce qu'il avait eu un clampage tardif ou optimal, ou enfin voilà, mais clairement peut-être parce que au niveau de son infection, de sa fièvre, ça rendait les choses beaucoup plus difficiles. Ça me pose quand même question quelle est cette vision-là de se dire en fait c'est mauvais, ça se voit là, que c'est pas bon de laisser le bébé raccorder à son placenta, mais bon. Le clampage optimal, ça concerne effectivement le bébé, mais c'est aussi une manière de respecter le rythme de la famille, parce que quand le bébé vient d'arriver, c'est un moment tellement intense, c'est très fort, et en fait c'est se donner le temps pour que le lien se fasse naturellement et pour qu'on ne soit pas déjà à perturber ce moment-là et à dire au papa est-ce que tu peux couper le cordon, etc. Non, c'est juste laisser le temps à la famille de s'adapter et en fait au bébé d'avoir le temps de s'adapter, d'avoir le temps d'atterrir tranquillement et de pouvoir encore bénéficier de son placenta pour pouvoir justement le faire sans souci. Et on voit ces parents qui observent le bébé, qui change de couleur, qui s'adapte de mieux en mieux, qui fait des petits bruits, etc. Mais aussi qu'il le fait en douceur. On n'est pas forcément dans le trash parce que si on leur coupe le cordon, c'est comme si on te jetait à l'eau puis qu'on disait « Ah, maintenant faut que tu respires dans l'eau ». C'est quand même violent, quoi. Si on en avait la capacité, évidemment, mais je veux dire, si on devait changer comme ça de manière de faire en l'espace de quelques secondes, c'est quand même super violent. Voilà. Donc s'adapter en douceur, tranquillement, je pense que c'est hyper important. Pas précipiter la séparation, on les laisse encore raccorder et on laisse le bénéficier de tout ce qu'il a à bénéficier, à récupérer de manière extraordinaire toutes ces cellules souches, etc. dans son placenta. Karine Lacéva, dont je vous ai parlé au tout début du podcast, dans ses articles, elle parle de ce lien sacré qui existe entre le bébé et son placenta, et elle va jusqu'à dire que c'est un crime de priver un bébé de son sang vital. Et je pense que c'est une manière forte de le dire, mais elle a vraiment raison sur ce point, parce que couper le cordon trop tôt, c'est priver l'enfant de quelque chose de précieux. C'est potentiellement aller au-devant de complications plus tard. Alors il y avait juste à patienter un petit peu. Donc j'espère que cet épisode vous a éclairé sur l'importance du clampage optimal ou clampage tardif. Et si vous attendez un bébé, si vous accompagnez des naissances, je vous encourage vraiment à vous poser des questions justement sur ça, sur le clampage optimal. Le fait d'en parler avec les équipes médicales, de défendre le fait que vous voulez qu'on fasse un clampage plus retardé du cordon, je le disais dans l'introduction, j'ai eu la joie d'assister, je sais pas si on peut vraiment dire la joie, mais j'ai pu assister à 2 césariennes, une au mois de mai et une au mois de juillet. Au mois de mai, l'équipe elle-même, en fait, a fait un clampage tardif avec la césarienne. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça super chouette. C'est la gynécologue qui a emmitouflé le bébé dans un essuie stérile et qui a gardé le bébé tout près du petit champ, transparent où la maman pouvait voir son bébé et qui a attendu que le cordon arrête de battre. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Puis dans une autre césarienne que j'ai accompagnée au mois de juillet, là, c'est une question que j'ai posée le jour même en parlant avec la gynécologue, sur le moment qui m'a dit « Ah non, on va pas pouvoir faire ça, c'est quand même assez compliqué, il faudrait que la sage-femme se brosse, donc en fait qu'elle se mette en tenue stérile, etc. » Finalement, il a suffi de demander, la sage-femme, elle a accepté. Et donc clairement, ce bébé a pu bénéficier de tout ce qui était bon pour elle. Donc ça, c'est vraiment un beau cadeau. Et c'est vraiment extraordinaire. Et donc dans les pratiques, moi je pense que justement elle change, que le monde de l'obstétrique peut aussi s'adapter à ce genre de besoin. Donc n'hésitez pas à le mettre dans vos projets de naissance. Je vous rappelle que vous pouvez aller télécharger un projet de naissance pré-rempli que je vous ai préparé, que je vais vous remettre en lien dans la description de cet épisode, mais je crois que c'est vraiment hyper intéressant de reparler de ce sujet là maintenant, que vous avez compris en quoi est-ce que c'est hyper important pour le bébé de pouvoir laisser son cordon battre au maximum, voire même de faire un clampage beaucoup plus tardif, parce que rien n'empêche en fait de faire comme on fait chez nous, c'est-à-dire de laisser le bébé raccorder à son placenta, d'accueillir le placenta et de le mettre à côté, et puis de raccourcir le cordon après, et de s'en occuper plus tard. Rien n'empêche de faire ça.
Mais voilà, c'est encore un petit pas de plus, et dans les choses qu'on peut mettre en place, et dans les choses qu'on peut peut-être négocier, aussi auprès des équipes médicales. Donc chaque naissance est importante. Donc le clampage optimal, c'est un moyen vraiment important de respecter ce moment. Essayons pourquoi pas de poser les questions, parce qu'on sait jamais, ça pourrait être accepté. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et comme à chaque fois, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le partager parce que c'est vous qui avez le plus d'impact sur la manière dont ce podcast voyage. Donc vraiment, merci à tous ceux qui le font. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc vraiment juste un petit partage sur vos réseaux sociaux, un petit mot pour pousser les gens à aller découvrir l'épisode. N'hésitez pas à me taguer, comme ça moi je peux le repartager, je peux échanger avec vous, etc. C'est vraiment un merveilleux cadeau. Voilà, je vous donne rendez-vous mercredi et d'ici là, portez-vous bien.